5 sur 7 matin, couleur fête de fin d'année, couleur nouvel an aussi. Bonjour et bienvenue. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, bienvenue dans le forum de discussion. En l'espace de 72 heures, il a fait 2 apparitions médiatiques. D'abord, une adresse à la nation sur l'état de la nation, prescription constitutionnelle respectée par Patrice Talon qui était devant la représentation nationale. Puis, 2 jours plus tard, le chef de l'État accorde un entretien exclusif à la télévision nationale, interrogé par Serge Senandé Ayaka et Marie-Léa Yemadro, un binôme avec qui le président de la République a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Le Bénin d'aujourd'hui, la présidentielle de 2026 et ses remous qui agitent l'opinion, les requêtes du parti d'opposition, les démocrates. Bref, c'est 1h06 de développement presque à bâton rompu que nous vous décryptons ce mercredi. L'Église catholique va-t-elle pouvoir infléchir Patrice Talon dans l'affaire Madougou et Aïvo? En tout cas, le chef de l'État a clairement exprimé sa position à maintes reprises et autant le dire, le président de la République n'est pas favorable à une loi d'amnistie, encore moins à une grâce présidentielle. Les évêques veulent, eux, tenter une médiation. Au regard de la posture de Patrice Talon, cette médiation a-t-elle une chance d'aboutir dans un pays où, on le sait, l'Église a quand même pu décanter les situations les plus improbables, dont le fleuron reste l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Eh bien, analyse à suivre. Et puis, le Niger claque la porte de la francophonie. Les militaires accusent l'OIF d'être une instance au service de la France. Il s'agit d'une réponse à la décision de l'OIF datée du mardi 19 décembre dernier de suspendre le Niger où un régime militaire a renversé le président élu Mohamed Bazoum. C'était le 26 juillet dernier. Selon le régime militaire, la décision de l'OIF n'a aucune légitimité. Elle répond, je cite, au dictat de la France. On vous décrypte évidemment tout ceci avec autour de la table les habituels francs-parleurs du lundi transposé au mercredi. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour. Francis Elojatade, analyste politique, expert en gouvernance. Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. Et bien évidemment, Alphonse Moïse Soudé, vous êtes analyste politique. Et justement, je commence par, vous avez suivi samedi dernier l'entretien du chef de l'État juste après le journal de 20h. Est-ce que vous attendiez justement à cet entretien du chef de l'État quand on sait que 2 jours plus tôt, il était devant les députés, soit le jeudi, il était devant les députés pour l'adresse à la nation? Le chef de l'État, le jeudi, n'a pas eu l'opportunité de dire ce qu'il avait envie de dire parce que c'était un cadre officiel. Il y avait des choses à ne pas dire parce que devant l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de débat. Mais le chef de l'État s'est vu obligé parce que, en réalité, le jeudi, quand vous suivez le discours, on n'a pas fait l'état de la nation. On a dit ce qu'on fera. On dit l'état de la nation, c'est-à-dire que, est-ce qu'au moment où le chef de l'État parlait, est-ce que les Béninois se sentent à l'aise d'être Béninois? Est-ce que les Béninois sont heureux? Quand vous suivez le discours, ce sont des projections que le chef de l'État fait. Il a quand même rappelé un certain nombre de réalisations. Donc, on s'est rendu compte qu'il faut recadrer, qu'il faut dire maintenant les choses. Parce que moi, je dis, écoutez, quand vous suivez même l'entretien spécial, je me suis dit, le chef de l'État a été trop excessif sur un certain nombre de choses. Vous pensez? Oui, je crois. Parce que le chef de l'État... Qu'est-ce que vous mettez dans excès? Le chef de l'État, c'est le premier des Béninois. Et le chef de l'État, le discours du chef de l'État peut engendrer d'autres choses. Quand vous revenez à la loi sur l'amnistie, on en a tellement parlé, le chef de l'État est revenu là-dessus, il a été plus dur, plus virulent par rapport à ça. Mais quand on lui pose des questions, que voulez-vous? Non, écoutez, nous sommes tous des journalistes, on sait comment un entretien se prépare avec un chef de l'État. Donc moi j'aurais souhaité qu'on dise aux Béninois... Comment est-ce qu'un entretien se prépare avec un chef de l'État? Écoutez, le questionnaire est envoyé, le chef de l'État... Le chef de l'État avait envie de passer des messages. Il a passé le message. Moi, quand je mets les discours l'un à côté de l'autre, vous voyez, on a envie de faire oublier Boni Yayi dans la tête des Béninois. Mais on a passé encore le temps à tirer sur le régime de fin de Boni Yayi. Ça ne se passe pas comme ça dans un régime. C'est parce qu'on a reproché des choses au régime de Boni Yayi qu'on a souhaité que le président Patrice Talon arrive pour améliorer les choses. Mais 7 ans après, on ne doit plus continuer par tirer sur le régime de Boni Yayi. On a fini avec Boni Yayi. Boni Yayi a commis des impairs. Le régime de la rupture a
a trouvé sa méthode pour corriger un certain nombre de choses. Mais pourquoi aujourd'hui on revient? On a parlé de le régime ne fait pas des pauses de première paix, le régime ne fait pas de lancement de travaux. Mais je vais vous dire... Alors, nous sommes là pour décortiquer l'entretien du chef de l'État, pas le discours sur l'État, le message sur l'État, permettez, sur l'état de la nation qui lui date de jeudi dernier, donc il y a une semaine. On a eu le temps évidemment d'en analyser les contours, d'essayer de cerner bien évidemment, de décrypter, de décoder le message. Aujourd'hui, le forum de discussion est consacré à l'entretien exclusif accordé par Patrice Talon, Arsène Jayaka et Marie-Léa Yemadjro. Donc c'était donc on ne peut pas parler de l'entretien. Pourquoi on a estimé que 72 heures après le discours, il faut faire un entretien? Parce qu'il y a des recadrages à faire. On ne peut pas parler de l'entretien sans jeter un regard rétrospectif sur le discours, sur l'état de la nation. Quand vous suivez, les sujets sont apparemment les mêmes. Donc il faut que le chef de l'État a trouvé l'opportunité d'apporter des précisions sur ce qu'il avait dit. Donc on ne va pas me dire d'opiner sur l'entretien sans jeter un coup d'œil sur le discours, sur l'état de la nation. Forcément. Donc je dis, moi, on aurait souhaité qu'on nous dise, par exemple, le chef de l'État devait revenir par rapport à la corruption. Il y a des sujets qui intéressent les Béninois. Justement, il en a parlé, Patrice Talon. Par rapport à la corruption. Il a estimé que sur le volet de la corruption, le Bénin n'a pas évolué. Sur le dossier de la pagaille, ce qu'il appelle la pagaille, le Bénin n'a pas évolué. C'est un aveu, évidemment. Les fleurs n'ont pas porté la promesse des fleurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en dépit de tout l'arsenal juridique mis en place, en dépit de tout le système de contrôle mis en place, pourquoi les Béninois continuent de voler l'argent du contribuable béninois? Il faut qu'on nous explique ça. D'accord. Question. Docteur Paul-Marie Ouissou, vous avez suivi aussi l'entretien du chef de l'État samedi dernier. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé, d'accord, le chef de l'État quand même à accorder un entretien à la presse nationale quand on sait que son dernier entretien remonte quand même à il y a quelques années, c'était avec France 24 et RFI, à nos confrères Christophe Boisbouvier et Marc Perelman. Christophe Boisbouvier de RFI, Marc Perelman de France 24, c'était le dernier entretien qu'il a accordé à un média. Et cette fois-ci, il revient quand même en fin d'année, quand on sait que dans quelques jours aussi, il va encore passer ses vœux à la nation. Selon vous, qu'est-ce qui a pu motiver la direction de la communication, pourquoi pas de la présidence, à initier certainement cet entretien? Ben, vous n'êtes pas sans savoir que, d'abord, excusez-moi de dire joyeux Noël à tout le monde, hein, parce qu'on a passé Noël, mais on est encore on est toujours dans le mood de Noël. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le discours sur la nation a provoqué un tollé au plan national et au plan international. Et vous avez suivi certainement les réactions des uns et des autres. À l'intérieur, vous avez suivi la réaction du président Yahi Boni quand il dit que l'entretien porte sur Yahi Boni le plus. Je crois que c'est justement cela. Juste après le discours à la nation, la sortie du président Yahi Boni qui a presque dit que on nous a vendu, c'est pas les termes qu'il a utilisés, mais moi j'essaie de paraphraser, on nous a vendu un Bénin qui est premier partout, mais moi je rencontre des Béninois qui disent on a faim. Moi, je rencontre des Béninois qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner. Moi, je rencontre... Vous voyez, le président Yahi Boni est sorti juste après le discours, donc pour dire ces choses-là. Et au plan international, vous avez suivi tout ce qui a été dit sur sa réaction, enfin, sa main tendue au Niger et aussi bien au Mali, au Niger qu'au Burkina Faso. Les réactions étaient vives. Les gens ont réagi au plan international. Partout, les gens ont réagi par rapport à ce discours-là du président de la nation. Et surtout cette portion de phrase, il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour prendre acte et il y a un temps pour... c'était une trilogie. Oui, absolument. Un temps pour condamner, un temps pour exiger. Un temps pour exiger. Un temps pour faire le point. Et un temps pour prendre acte. Oui, et donc c'est tout à fait logique et tout à fait normal que le président maintenant fasse un entretien. Et vous allez voir que l'entretien, enfin les thèmes discutés dans l'entretien n'ont
ne sont pas différents des thèmes discutés dans le discours Vous pensez que ça a une valeur pédagogique? Oui, absolument, puisque écoutez, la première question, est-ce que le Bénin se porte bien? Et vous avez vu, il a réitéré que le Bénin, pour lui, se porte bien, de mieux en mieux. Le Bénin a quitté l'état de démocratie Nescafé, qui est une démocratie de désordre, pour aller vers, comment on l'appelle, une démocratie qui se porte de mieux en mieux. Encore je crois qu'il faut encore discuter, débattre la démocratie aujourd'hui et savoir ce que c'est, si c'est vraiment une démocratie ou pas. Alors, donc moi, je pense que oui, le chef de l'État est dans une certaine pédagogie après le discours sur la nation, surtout qu'il y a une démission totale des partis qui le soutiennent face à l'émoi qu'a suscité donc le discours sur l'état de la nation et face donc à ce que les partis donc, qui le soutiennent ne se sont pas du tout déployés pour prendre sa défense ou prendre la défense de sa politique. Il était nécessaire de clarifier un certain nombre de choses et je crois que c'est ce qui a provoqué donc, cette deuxième sortie. Quant à voir du point de vue contenu, je pense que, bon, le chef de l'État affirme que oui, le Bénin progresse, le Bénin évolue, et nous voulons tous être d'accord avec lui que le Bénin progresse, le Bénin évolue, mais moi j'ai des appréhensions, beaucoup d'appréhensions. Comme j'ai eu à le dire déjà, je crois que le chef de l'État, vous savez, c'est que mettre les réformes en place était déjà une gageure. Et donc, on a pu franchir le cap de mettre les réformes en place. Les démocrates aujourd'hui, en fait, l'un des pôles les plus virulents vis-à-vis de sa politique, de la mise en place de ces réformes, donc aujourd'hui se trouvent être des parties prenantes de l'activité politique. Donc face à ça, on peut dire qu'il y a des progrès et que maintenant, de plus en plus, les réformes sont acceptées. Mais, comme je l'ai dit, c'est que en dehors de ce que les réformes sont maintenant en place, il y a maintenant les problèmes que posent les réformes, qui sont des problèmes réels, qui parfois sont pires que ce qu'on avait avant. Et sur ce chantier, moi je crois qu'il y a du travail encore à faire pour qu'on dise vraiment que le Bénin évolue. D'accord. Voilà. On va disséquer secteur par secteur, domaine par domaine, sur cette sortie médiatique du chef de l'État. Mais avant, je me permets de me tourner vers Francis Elouge-Attali. Est-ce que vous penchez plus pour la thèse donc, de la pédagogie, d'accord, du chef de l'État, qui est dans une démarche pédagogique pour expliciter sa pensée? Vous sentez que c'est un chef de l'État qui avait besoin quand même de parler vraiment à cœur ouvert à son peuple? Non, je constate qu'il avait beaucoup de choses à dire et la tribune en fait, de l'Assemblée n'était pas très indiquée. Surtout qu'il y a des sujets brûlants en fait, sur lesquels il est revenu à l'occasion de son entretien exclusif avec vos confrères. Il va dire en fait que parlant des anciens présidents, il faut faire beaucoup attention parce que les anciens présidents doivent s'inscrire dans la dialectique de la parole et du silence. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Je me rappelle que quand Boni Yayi a pris le pouvoir, aux premières heures, je crois, un de vos confrères a interpellé Kérékou, en fait, il attend le micro pour lui dire, Monsieur le Président, que pensez-vous du vent du changement? Kérékou lui a dit, mais il y a changement et vous transpirez. Alors, on va Kérékou dans son humour, il est humoristique, le seul président que j'ai connu au Bénin qui est plus humoristique, personne n'aime. Alors, ça veut dire qu'il a tout dit, on peut disserter, on peut faire une thèse même là-dessus. Et après la sortie, évidemment, du chef de l'État, Boni Yayi s'est prononcé, mais il ne faut pas faire le deuil de la gouvernance Boni Yayi. Désormais, acteur politique, président du parti de l'opposition, il oblige à ce que chaque fois, on l'interpelle et qu'il y ait des pics. C'est ce qui se passe. S'il n'était pas acteur politique, il était ancien président, comme c'est votre Soglo, on n'aurait pas ces pics. Et puis enfin, il faut dire qu'au cours de la communication, quand j'ai suivi, je me suis dit, mais il faut que j'aille lire encore Atu Chabanouer. C'est-à-dire, là, d'avoir toujours raison. Il y a certainement eu une réplique à cet ouvrage qui est là d'avoir toujours raison et d'être détesté. Parce que ça permettra de conseiller le chef de l'État et en fait, sa cellule pour leur dire, mais en de parler circonstances, il y a par exemple des citations qui ont été menées. Des citations qui ont été faites par le chef de l'État qu'il aurait dû éviter. Lorsqu'on présente le Bénin en comparaison
comme un pays fracassé. J'ai été un peu choqué parce que c'est venu d'un auteur qui n'a pas cité. Par contre, il a cité Nescafé, démocratie Nescafé, l'auteur des propos démocratie Nescafé. Mais quand on parle de Bénin fracassé, le Bénin n'a jamais été fracassé. C'est un président d'Assemblée nationale qui, au nom des institutions qui doivent présenter les vœux au chef d'État, s'est lancé dans une démonstration magistrale. Il a trouvé que le pays était fracassé, même tombé de son piédestal. Mais curieusement, on oublie que cet auteur, en 2016, avant les élections, avait dit que les autorités économiques ne peuvent pas diriger l'État et qu'il y en a qui ont fait la pagaille dans certains secteurs. Est-ce que cet auteur était indiqué, était pertinent pour qu'on le cite dans un entretien contient et qui doit pouvoir être commenté aussi bien à l'interne qu'à l'international? Maintenant, revenons-en au propos. Vous avez vu que c'est sur le fond d'une notoriété négative que la présidentialisation du chef de l'État s'est formalisée en 2016. On lui a collé tous les noms. Tentative d'empoisonnement, tentative coup d'État, donc il y a un peu comme une étiquette d'assassin qui lui a collé. Il faut bien qu'il trouve l'opportunité de clarifier. C'est dans cela que, entre guillemets... C'est pour la première fois qu'il aborde justement, qu'il donne sa version, sa part de vérité. Et puis c'est une question sensible. Absolument. Sensible. Après ça, il y a le dossier du ministre Omeki, puisqu'il y a des suscitations de candidature, les jeux sont arrivés sur 2026, pendant qu'il y a encore un PAG qui est en cours d'exécution. Il faut bien qu'il se prononce pour voir si les collaborateurs sont toujours... Entre la tête à l'endroit. Mais oui, si Nader ne s'est pas émoussé entre-temps. Et puis, il y a le dossier de la fermeture des frontières avec le Nigeria sous l'administration Boadi. Il a dit, évidemment, ce qu'il savait du dossier, parce qu'il est l'interlocuteur officiel. Donc, a priori, disposant des services de renseignement, il a plus outillé que vous et moi pour dire ce qu'il en est exactement. Et sur plusieurs sujets sensibles. Je crois que le chef de l'État, j'ai l'impression qu'il prépare déjà sa sortie, parce que c'est assez clair que maintenant, il n'a plus, il ne veut pas faire langue de bois, en fait, il veut dire les vérités. Bon, maintenant, sur cette tribune était indiqué, parce que le 21 décembre, à l'Assemblée nationale, le 23, samedi 23, un entretien, mais trop lourd, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas si en une année, on pourra finir de décortiquer, de débriefer ce discours. Alors, mais il a quand même le mérite, je crois, de rester dans un style qu'on lui connaît. La fermeté. La fermeté. Parce qu'il dit qu'il ne dirige pas avec l'affect, mais que lui, il gère avec responsabilité et raison. C'est un peu comme s'il a le souci de faire du Bénin un pays mieux gouverné, où les citoyens sont suffisamment responsables des actes qu'ils posent. D'accord. Mais je veux dire que s'il fait de grosses blagues concernant la carbodie nationale, ce n'est pas agréable qu'on voit deux présidents venir nous faire des déballages. D'accord, justement. Et parlant de ces déballages tant souhaités par le chef de l'État, on a remarqué presque une omniprésence, d'accord, d'allusions faites à Boni Yayi à travers cette sortie médiatique du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, Boni Yayi est en train de subir l'expression de sa position, d'accord, sinon les attributs liés à sa nouvelle fonction de président de parti politique et donc réduit à sa plus simple expression de président de parti politique? Mais je crois évidemment qu'il ne faut pas faire une confusion des genres. Ancien président, d'accord, mais président d'un parti d'opposition. Ah bon, est-ce que, et puis là encore, sur l'opposition, il faut aller à la clarification conceptuelle. Est-ce que c'est une opposition convenable? Vous savez qu'à l'occasion de l'entretien avec le chef de l'État le 7 novembre, il a dit évidemment qu'ils auraient pu faire, que lui, il y a quand même une opposition convenable, qu'il y en a qui ne l'injurient pas. Bon, je ne sais pas si le chef de l'État, ayant compris que l'opposition dans une dynamique, observez un peu l'opposition dans sa dynamique. Et par conséquent, lui, il incarne le leader de deux partis, grands partis de la mouvance qui siègent au Parlement. Et par conséquent, il a le centre d'impulsion, je constate, puisque vous avez suivi comme moi, qu'il a dit que l'ouverture de la candidature à la candidature ne se fera que pratiquement à 6 mois de la fin de son mandat, pour discipliner un peu son camp. Donc, je crois que Boni Yayi, ce qui arrive, c'est pas parce qu'il est ancien chef d'État, mais parce qu'il est devenu président du parti d'opposition. Et quand on est président du parti d'opposition, le président en exercice parfois peut faire des pics parce que sa gouvernance a été critiquée. Dans ce cas précis, je crois qu'au-delà des erreurs qui ont été commises,
il faut avoir l'humilité, l'honnêteté, la rigueur scientifique de reconnaître à chaque régime ses mérites. Pendant que le président Soglo prenait le pouvoir ici, on a vu, vous et moi, quand c'est dans Cotonou, c'était Cototou. Et il a réussi à mettre les pavés, on est passé de Cototou à Cotopavé. Malgré ça, il y a eu des hommes politiques qui ont critiqué le président Soglo, alors que c'était Hercule. Il avait fait des travaux titanesques. Nous étions à moins de 2% de croissance en 1989. Il a réussi à passer à 4%, ça fait 6% de croissance. Bon, donc, malgré tout ce qu'il faisait, il subissait des critiques. Il faut dire, chef d'État, que malgré tout ce qu'il va faire, il va subir des critiques. Absolument. Parce qu'il a choisi d'être un homme public. Alors, Alphonse Moïse Soulé, dans cet entretien accordé par le chef de l'État, il y a eu cette question sur la présidentielle de 2026 et évidemment le nom de son ami, qu'il reconnaît bien sûr comme tel, de son ami Olivier Bokor, qui circule aujourd'hui dans l'opinion. Il y a même un mouvement qui a été formé, qui a été créé, je vais même dire, à cet effet, le mouvement OB26. On a demandé au chef de l'État si Olivier Bokor est candidat ou non, et sa réponse est claire: je ne sais pas s'il est candidat, et je ne suis pas de nature à faire la promotion de mes amis, de mes parents, de ma famille en politique. Et de mes proches. Et de mes proches en politique. Sur cette question, le chef de l'État a fait la... Vous pensez que l'équivoque est levé? Le chef de l'État ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas qu'Olivier Bokor est candidat. Et il faut vous dire, il y avait déjà dit sur ce plateau. En quoi il ne peut pas? J'ai dit sur ce plateau, et ça m'a valu beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes. Mais la vérité est là maintenant. J'ai dit qu'il était malsain, qu'on soit amis, que je sois en train d'exécuter un programme d'action du gouvernement et qu'à 3 ans de la fin de mon mandat, mon ami, sinon les proches de mon ami, suscitent sa candidature. Quand je suis sorti du plateau, les gens m'ont insulté. Les gens m'ont insulté, moi agressé. Vous dites, j'avais tort de dire ça, mais aujourd'hui, la réalité est là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a OB26? C'est parce qu'il faut qu'on sache. Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas occulter cette candidature prématurée d'un 3e mandat, d'un septennat, de la révision de la Constitution pour un septennat. Forcément. D'où est-ce que vous sortez cette analyse, Alphonse Moïse? Vous voyez, si les proches de OB ont forcément commencé par susciter la candidature de leur mentor, c'est que entre le chef de l'État et son ami, politiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre parce qu'on a entendu dire qu'il y aura révision de la Constitution. Alors, je préfère qu'on opine, sur du factuel. Oui. D'accord? Oui, non, pas dans des supputations. On peut faire ce que Maître Migan aurait pu appeler, rappelez-moi l'expression, il a parlé, oulala, j'ai un petit trou de mémoire. Il y a des exemples qu'il faut éviter. Alors, on va opiner sur du factuel, oui. D'accord? Et donc je préfère qu'on occulte tout ce qui se dit dans l'opinion. Et le factuel aujourd'hui, pourquoi c'est dans le... Si vous permettez, le factuel aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement qui suscite la candidature de l'ami du chef de l'État. Et le chef de l'État, la question lui a été posée, il estime qu'il ne sait pas si Olivier Bokor sera candidat, peut-être qu'ils n'en ont pas encore discuté. La chose la plus simple. Spéculation intellectuelle. On ne va pas parler de spéculation intellectuelle. La chose la plus simple. Je suis ami avec toi. J'apprends dans la rue qu'il y a des gens qui te demandent d'être candidat. Le premier réflexe, Eman, je t'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier réflexe. C'est ce que veut la logique. Mais justement, vous dites, on va réfléchir. Nous réfléchissons, c'est le premier réflexe. Ah, Eman, j'apprends dans la ville qu'il y a un groupe de jeunes qui suscitent ta candidature. Qu'en est-il? C'est le premier réflexe. Donc, qu'on nous dise que le chef d'État ne sait pas que son ami est candidat. Ou on est ami, ou on n'est pas ami. Parce que quand je constate qu'il y a qu'on veut me faire un enfant, un bébé dans le dos, j'interpelle qui de droit. Donc, je dis, nous sommes sur un terrain politique. Mais dans le même temps, il a le droit aussi d'être candidat. Il est un béninois comme tout le monde. Et je ne lui dénie pas le droit d'être candidat. Je ne lui dénie pas le droit d'être candidat, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que le chef de l'État a dit, qu'il ne sait pas si son ami est candidat. Moi, ça m'étonne. Ou ils ne sont plus amis. Parce que quand je suis ton ami et que j'apprends des choses comme ça, le premier réflexe, c'est qu'on demande à son ami qu'est-ce qui se passe. J'entends au B26, qu'est-ce qui se passe? Le minimum, c'était ça. Donc, si on doit réfléchir, le minimum, c'est ça. Maintenant que le chef dise qu'il ne sait pas que son ami est candidat. S'il ne sait pas si. Oui, ça me pose un problème. D'accord. Honnêtement. Docteur Wissou, sur la même préoccupation liée à Olivier Bokor, la candidature ou la probable candidature, la suscitation de candidature de
Olivier Bokor? Moi, je crois que, nous sommes en politique, hein, et les uns les autres jouent à la politique. La politique, parfois, est mystique et mystérieuse. Pardon. Je vais croire que c'est à ce jeu qu'il joue. Comme il le dit, comment est-ce que on suscite? D'abord, rappelez-vous, entre les deux mandats du président Talon, il y a eu des suscitations de candidatures. Je vous rappelez. Et très vite, on a pris des communiqués pour mettre fin à ça. Pourquoi on ne met pas fin à la suscitation de candidature de M. Olivier Bokor? Pourquoi aujourd'hui, ce qui n'était pas faisable hier est devenu faisable aujourd'hui? Pourquoi on mettrait fin à cela? Mais pourquoi on avait mis fin à la suscitation de candidature du président même de la République entre les deux mandats? Celui qui a suscité la candidature de Wada, il a vu son sort? Parce que Romi Adouada a sorti un communiqué pour dire d'arrêter de mêler. Non, Eman, il faudrait qu'on puisse... Oui, je suis d'accord. Comme je l'ai dit, il faut qu'on opine sur du factuel. Oui, du factuel. Et il faut replacer les faits dans leur contexte. Oui. Il y a eu ce citoyen jugé, d'accord, pour harcèlement par voie électronique, parce qu'il avait suscité la candidature, ou du moins parce qu'il y a eu cette vague de suscitation de candidature dans laquelle le nom du ministre de l'économie et des finances, Romi Adouada, avait été cité. Le ministre de l'économie a pondu un communiqué estimant qu'il se désolidarise totalement de ces mouvements et qu'il souhaite que son nom ne soit plus mêlé à ce genre de tentative, à ce genre de manœuvre. Et juste après cela, un autre citoyen s'est levé, a posé le même acte et on lui a opposé la loi sur le numérique. Bien sûr. Et pourquoi alors on n'oppose pas la loi sur le numérique aux gens qui suscitent la candidature de Olivier Bokor? Parce qu'il ne s'en est pas plaint. Oui, bon, justement, pour moi, c'est là tout le jeu, quoi. Pour moi, tout le jeu est là, quoi. Tout le jeu est là où on veut nous faire croire quelque chose, mais il y a une réalité derrière et cette réalité, nous ne la maîtrisons pas. Parce que si on veut, comment dirais-je, Olivier Bokor n'est pas candidat, il y a longtemps qu'il aurait dit, écoutez, arrêtez-moi tout ça. Si Olivier Bokor n'a pas échangé avec le chef de l'État et qu'il n'en sait rien, il y a longtemps qu'un communiqué serait sorti pour dire attention, plus de suscitation de candidatures jusqu'à ce qu'on ouvre les campagnes. Vous voyez, comme je l'ai dit, on l'a fait. On parle du factuel. Entre les deux tours, il y a eu, vous vous rappelez, beaucoup de mouvements pour susciter des candidatures. Et on a mis fin à ça. On a clairement dit qu'on ne veut pas entendre parler de suscitation de candidatures. Mais on peut faire une extrapolation, hein, si vous le permettez, sur donc, la suscitation de candidatures qui se fait à plein, on va dire, à plein gaz, si on peut ainsi parler. Maintenant, et le délai de mettre en musique toute l'arsenal politique, l'activité politique pour aller vers la campagne, pour aller vers les élections 2026, par le délai prescrit, je vais dire prescrit, hein, parce que quand le chef de l'État dit, je crois que c'est ce qui se fait dans ces partis politiques, le délai de 6 mois, et que moi je trouve être un délai hors propos. Je suis sérieux là. On va revenir tout à l'heure, d'accord, sur le délai confortable ou convenable selon le chef de l'État pour commencer par, évidemment, désigner les candidats au sein des formations politiques ou pour que les candidats puissent se déclarer ouvertement. Mais avant, je me tourne vers Francis Olo-Jatadié. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a voulu volontairement maintenir le flou autour du phénomène en griffe de ce qu'on peut appeler le phénomène OB, mouvement, bien évidemment? Non, mais écoutez, vous avez bien fait de rappeler le contexte de beaucoup de faits ici. Parce que si on décontextualise les faits, on ne va pas pouvoir sortir la vérité. Parce que nous devons apporter la notice scientifique aux gens, mais aussi éclairer l'antenne des gens. Moi, je ne veux pas me lancer dans la masturbation intellectuelle. Vous savez, évidemment, qu'un chef d'État est un responsable. Il peut constater des choses, il peut voir. Mais tant qu'il n'a pas été saisi officiellement, c'est qu'il n'a pas d'information. Et c'est un responsable. Si par exemple vous êtes chef de famille et qu'il y a peut-être un petit garçon qui tourne autour de votre fille, vous ne savez absolument rien, on vous dit que mais c'est votre beau, votre futur gendre, mais vous ne savez rien. Vous avez dit que je n'en sais pas encore, je n'en sais absolument rien. Je crois que le comportement du chef de l'État est responsable. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a interpellé son ministre Omeki. Et parce qu'Omeki a fait une déclaration en violation
de tout ce qui est, en fait, tout ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Et le chef d'État l'a dit, il sait bien qu'il y a quand même des mouvements de suscitation. Puisqu'il voit sur la télé, c'est un homme, il n'est pas extraterrestre. Alors, comme il voit comme tout le monde, et qu'il n'y a pas eu ce débat entre son ami Obé et lui, a priori, il peut dire qu'il n'a aucune information. Il peut ne pas être d'avis parce qu'il a dit qu'il va laisser équidistant. Vous savez à égale distance de tout le monde. Mais oui, je crois qu'il ne parle pas au hasard. Et j'ai dit que quand le président Patrice Talon parle, il faut, même dans ses gestes les plus anodins, essayer d'interpréter chaque acte et chaque propos. Vous parlez de OB, j'ai vu des gens, des jeunes plus responsables qui ont créé OB26, et ce n'est pas le corps. Objectif Bénin 2026. 26. Hein, je salue le président Gadegbe qui pilote ça. C'est plus responsable parce que dans l'hypothèse, vous allez focaliser, vous allez faire un focus sur un candidat. Si le candidat venait à dire qu'il n'était pas intéressé, ça coule la machine. Bon, maintenant, pour laisser... On peut évidemment faire le parallélisme aussi avec le mouvement En Marche. Oui, absolument. Emmanuel Macron. Mais oui, si. Je crois que le chef de l'État... On va venir aussi. Sur ses propos, il vaut mieux qu'on soit un peu indulgent. C'est vrai que il était à la Martinique avec son ami. Les questions politiques se discutent dans des conditions particulières. Et les questions de succession, vous savez que le chef de l'État peut être un peu et peut se rétracter sur la question du dauphinat. Ce n'est pas donné à tous les chefs d'État de fabriquer leur dauphin. Le président Kédougou, par exemple, pendant qu'il finissait, vous avez tous les ministres pratiquement ont été candidats. Et pourtant, ils étaient avec lui. Et ils prenaient des tribunes. Mais le président Kédougou a procédé par victimisation pour favoriser la montée en puissance du président Yahya Boni qui était à la BOAD. Et vous avez vu dans quel contexte Boni Yahya est venu au pouvoir. Donc ça a déjoué toutes les cartes. Et je crois que dans les propos du chef de l'État, j'ai lu non seulement l'humilité, mais c'est pour la première fois que j'ai vu le président Patrice Talon confesser que Dieu est au-delà de tout et qu'il y a une fin à toute chose. Ça veut dire que même si on mettait en place un système très huilé, il peut arriver, parce que comme c'est le divin qui contrôle chaque État, il peut arriver qu'on suscite quelqu'un qui vienne balayer, brouer toutes les cartes et qu'il ait l'accompagnement de Dieu et que, bon, ça se produise. Puisque qui peut savoir que Bazoum serait interdit? Vous et moi. Il était venu ici et il a été reçu par le chef de l'État. Ils ont fait une conférence conjointe. Ils ont dit que le port du Bénin était le port du Niger. Il y a eu beaucoup de déclarations. Mais quelques jours après, quelques semaines après, Bazoum est gardé, séquestré. Mais qui peut savoir que le président Talon serait président de la République en 2015? Il y avait quand même des candidats de très bonne facture. Mais il est venu, mais pas une onction particulière. Il a brouillé toutes les cartes, il a déjoué tous les pronostics, et puis il est devenu président de la République. Donc, au-delà de tout ce qu'on va mettre comme machine, même au-delà de toute l'organisation même du président Talon, il ne sait pas ce que Dieu a arrivé pour le Bénin. Dieu existe, et dans ses propos, j'ai compris qu'il confesse. Et c'est en cela que quand votre confrère lui demandait, mais est-ce que ça n'a pas l'impression d'un rétropédalage concernant le cas de la gestion de la crise au Niger, il dit, mais un individu qui ne peut pas rétropédaler, c'est égal à Dieu. Donc j'ai lu en notre chef d'État une crainte de Dieu vers la fin de son mandat. Il est à 2 ans presque de son mandat. Et c'est en cela qu'il ne faut pas dire que parce que Olivier Boko est son ami, Kédougou avait beaucoup d'amis. Il y en a même qui ont dû imiter son style, qui ont gardé sa coiffure blanche, parce que Kédougou trouvait que les cheveux grisonnants intéressaient beaucoup plus les femmes que les cheveux noirs. Une parenthèse où t'es fermée tout de suite. Ah ben oui. D'accord. Ah, mais ça intéresserait particulièrement Alphonse. Alors, oui. Je crois que nous sommes tous au Bénin. Et un groupe d'étudiants s'était retrouvé à Dambo pour susciter, on m'a dit les choses clairement, pour susciter la candidature d'Olivier Boko à Dambo. Et ils ont dit ceci: nous savons qu'Olivier Boko n'est pas le choix du président Patrice Talon. N'est pas le choix du président Talon. Mais nous souhaiterons qu'ils jettent un regard favorable. Mais ils ne connaissent pas le choix du chef de l'État. Non, personne ne connaît. Personne ne connaît le choix du chef de l'État. C'est une évidence. Personne ne connaît le choix. Le reste relève de spéculations intellectuelles. Personne ne connaît pour le moment le choix du chef de l'État. Forcément, le chef de l'État aura un choix. Et puisqu'il a dit, je ne serai actif, je ne resterai pas inactif après 2026. Je dis ce qui dérange. Ce qui dérange, on ne peut pas me dire le contraire. Tu es mon ami. Nous sommes tout le temps ensemble. Je vois des mouvements qui appellent ton nom.
il y a un premier réflexe, monsieur Attadé. Un garçon qui tourne autour de votre fille, vous l'interpellez, vous n'allez pas attendre que les gens vous en parlent. Mais le jeune homme, là, je le vois souvent ici, qu'est-ce qu'il vient chercher? Un bon père de famille demande ça à sa fille. On n'attend pas que le danger arrive pour dire, mais qui t'a mis une grossesse? Quand un enfant, donc je dis une chose, un instant, je dis une chose. Le chef de l'État peut dire qu'ils n'en ont pas discuté, mais dire qu'il ne sait pas que son ami est candidat, moi ça me pose un problème de la définition que nous donnons à l'amitié. Comment vous voulez, Moïse, qu'à un peu plus de 2 ans de la fin de son mandat, que le chef de l'État situe tout le monde quant à la candidature ou non d'Olivier Bokor. Est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de venir dire à la face du monde si Olivier Bokor est candidat ou non? Vous savez, le docteur a dit quelque chose tout à l'heure. Si on suscite ma candidature, je ne suis pas d'accord, je mets un tempo à ce qui se passe. Mais est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de venir démentir ou non? Je ne parle pas du chef de l'État. Notre compatriote Olivier Bokor, si moi, on associe mon nom à une activité à un moment où je ne suis pas d'accord, l'instant d'après, j'arrête ça. J'arrête ça automatiquement pour dire je ne veux plus de ça. Et puis on arrête. La preuve, le ministre, quand on a fait pour la première fois pour le ministre, quand on a vu l'affichette avec sa photo, systématiquement, le lendemain, le ministre a mis les points sur les i. Et ceux qui ont continué par le faire, on a vu la sanction. Donc je voudrais que si on n'est pas impliqué dans ça, qu'on prenne les responsabilités. Qu'on prenne les responsabilités. Parce mais ça revient à M. Bokor. J'ai dit que ça revient à M. Bokor. Oui. Et vous voyez, le chef de l'État a confirmé la raison pour laquelle Omeki est parti. C'est pas moi qui ai confirmé ça. Ça veut dire que parce déjà, que ça, là, il y a un fait. Ça veut dire que, mais là, il y a un fait. Ça veut dire déjà que cette candidature-là pose problème. Ça pose problème. Ne nous voilons pas la face. Ça pose problème. Si vous suivez bien le discours du chef de l'État, vous allez constater que la suscitation de la candidature d'Olivier Bokor pose problème dans l'appareil d'État. Ça pose un problème, simplement. Donc, si vous refusez de reconnaître ça, ça va poser un problème. Alors, docteur, je n'ai pas la même lecture que vous. Vous savez que le chef d'État, un responsable, ne peut pas venir dire qu'il soutient un candidat à 2 ans de la fin de son mandat. Je n'ai jamais même souhaité ça. Deuxième constat, c'est qu'en situant les gens, ça va disperser les énergies et ça ne va pas lui permettre de conduire pacifiquement, harmonieusement et méthodiquement son PAG à terme. Troisièmement, vous savez que c'est un homme aussi. On ne peut pas savoir ce que vous pensez. L'homme est doté d'une capacité extraordinaire de dissimulation. Et chacun a son style. On ne peut pas lui reprocher son style. Il y a des gens qui prennent du temps avant de vous interpeller. Le temps qu'ils réunissent toutes les informations vous concernant. Bon, je crois que le chef de l'État, il a joué un peu, non seulement aux diplomates, aux politiques, mais aussi à l'homme sage. Parce qu'à chaque fois, il rappelle son sens de responsabilité et de raison. C'est un cartésien. J'ai appris qu'il a fait Baxi. Donc, c'est quelqu'un qui sait conduire son raisonnement. Et quand un cartésien, il observe, et il met les éléments bout à bout pour pouvoir apprécier. Le temps d'éviter un peu les marges d'erreur. Entre Olivier Bokor et lui, nous convenons tous qu'il y a une amitié qui date de très longtemps. Maintenant, les questions politiques, surtout les questions de succession au pouvoir, ne sont pas posées en termes de questions d'accession à une fonction politique. La fonction suprême d'État, je crois que c'est un peu comme votre épouse. Ça ne se partage pas, c'est difficile. C'est contraint et forcé. On a dit à quelqu'un ici, il est quelque part, je ne vais pas citer son nom, que c'est vous qui serez le président de la République, préparez-vous. Et on a mis Adjaï Sika à ses côtés, on a mis les enfants du président à ses côtés. Il a cru. Et par la suite, il a compris que non, le pouvoir s'arrache, le pouvoir ne se donne pas. Donc, c'est une façon, peut-être, pour le chef d'État, de jouer à la neutralité. J'ai compris à travers le discours du chef d'État qui veut jouer sur la carte de la neutralité, tout en étant actif. Et rappelons aussi qu'il veut rester à égale distance. Oui, c'est ça, pour pouvoir sauver, évidemment, ce qu'il a entrepris. Son souhait, il a dit qu'il veut que celui qui viendra après lui fasse mieux que lui, à défaut de faire au même niveau. Que son souhait, c'est faire en sorte que celui qui vient soit outillé et qu'il fasse progresser le Bénin. D'accord. Donc, je crois qu'il ne faut pas lui faire le procès de ne pas dire qu'il n'en sait rien. Hein, il peut en savoir, mais comme il n'a pas été saisi officiellement, il prend son temps. Et ce n'est pas encore opportun d'en parler. Surtout qu'il est il est leader de 2 partis siamois majeurs. D'accord. Hein, donc s'il lâche un mot, parce que Olivier Bokor, dites-moi de quel parti il est. Pour l'instant, personne ne sait. Alors, docteur Ouissou, le président de la République également a évoqué, selon lui, le délai raisonnable pour commencer par mettre au grand jour, faire, on va dire, éclaircir
les ambitions, par disséquer, on va le dire ainsi, hein, les ambitions des uns et des autres. Il a parlé de relativement 6 mois de l'élection en 2026. Donc nous sommes déjà vers la fin de 2025. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable pour vous aussi? Du tout pas. Mais avant d'arriver là, moi je ne sais pas ce que Francis explique pour contredire Moïse. Parce que en fait, lui dit ce que le président nous montre une façade et Moïse va au-delà de la façade. Donc il y a encore aucune contradiction. Pour vous, le chef de l'État, il doit venir au cours d'un entretien télévisé après le journal de 20h, dire ok, c'est bon, oui, M. Boko est candidat, on en a parlé, et puis bon, ça va. Si seulement il venait au journal de 20h, ce serait bon. Mais non, j'ai dit un entretien après le journal de 20h. Bon, justement, un entretien après le journal de 20h, si seulement il le faisait, on en a parlé. Ce serait bon. Mais attendez. Ce que je dis, c'est clair. Assumez vos propos, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quoi? Je n'ai pas dit évidemment que le Francis, j'ai toujours assumé mes propos. Hein. Partout où je suis passé. Oui, mais... Donc, non, attendez. Ce que je dis, c'est clair. Le président de la République, dit-il, à cette étape de la vie politique de notre nation, ne peut pas dire. L'autre dit, au-delà de ce qu'il dit, voici la réalité. Alors, donc, quelle est la contradiction entre les deux? Moi, je trouve que simplement... Il a eu où la réalité? Pardon. Il était dans l'antichambre chef d'État pour savoir que le chef d'État devrait dire que c'est Olivier Boko qu'ils ont échangé, que Olivier Boko lui a dit qu'il est candidat. Alors, il faut venir de Jupiter pour ne pas comprendre qu'un ami à moi, dont on parle sur tous les toits et publiquement et dans tous les rues et coins du Bénin. Mais docteur Wessou, la question que vous pose et à laquelle je n'ai pas pu avoir de réponse, est-ce que vous auriez souhaité qu'au détour de cet entretien accordé par le chef de l'État à mes collègues Serge et Marie-Léa Yemadro, qu'ils disent à la question de savoir si M. Boko est candidat ou non, vous auriez souhaité que le chef de l'État ait une posture tranchée, à savoir oui, M. Boko est candidat ou non, M. Boko n'est pas candidat parce qu'on n'en a pas parlé. D'abord, ce n'est pas au chef de l'État de le dire. Celui dont il est question même ne le dit pas. Donc, ce que je dis, moi, ce que je dis, c'est que l'un explique quelque chose, l'autre explique et va plus loin dans l'explication. Et donc, je ne trouve pas encore de contradiction entre les deux. Non, donc, je crois que il faut faire en fait, Moïse a voulu que Francis, je ne t'ai pas interrompu, mais je crois que tu as beaucoup. Non, attends. Je crois que tu as. Je crois que c'est à moi la question est posée. Je dis et je répète. Vous ne pouvez pas être amis. On ne peut pas discuter de ce sujet-là quand j'apprends dans la rue, je vois à la télé, je vois sur les réseaux sociaux que les gens suscitent votre candidature en tant qu'ami, en tant que proche. Oui, mais est-ce que en tant qu'ami aussi, ce qu'on se dit à deux n'est pas censé rester entre nous et qu'on respecte les échéances aussi. Maman est venu dire quelque chose dans le cadre de cette candidature-là. Maman a dit. Écoutez, j'ai dit une chose. Malheureusement, a dit. Malheureusement, a dit quoi? Moi, je crois qu'on fait un débat, on prolonge ce débat pour rien. Parce que ce que j'ai dit, l'un explique quelque chose, l'autre explique, l'autre va plus en profondeur, c'est tout. Je n'ai pas dit que... Moi, justement, venons-en. Je n'ai pas dit que le président de la République doit sortir et parler de son ami et dire qu'il doit être candidat et que c'est lui qui le soutient. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est justement ce qu'il a fait. Il n'a pas dit qu'il sera candidat. Il n'a pas dit que lui, il sait s'il va être candidat et qu'ils ont discuté. Il n'a pas dit ça. L'autre dit que... Est-ce que finalement la réponse du chef de l'État, n'est pas celle qui satisfait tout le monde? Non, Moïse n'est pas satisfait, par exemple. Donc tout le monde ne peut pas être satisfait. Pas le nom de Moïse. Mais quand je parle de Moïse, je parle de tout un pan de notre population. Moïse, est-ce que vous aurez voulu que le chef de l'État ait un avis tranché sur la question? Si le chef de l'État donne un avis... Pas dans des hypothèses. La réponse est oui ou non, Moïse. Est-ce que vous aurez souhaité que le chef de l'État ait un avis tranché? Eman, je vous ai dit, vous et moi, nous sommes journalistes. Et parfois, quand on fait des entretiens, on évite les questions qui fâchent. On évite. Ça va tomber sous le coup de sens de dire aux Béninois que je n'ai pas pu discuter avec mon ami de ce qu'on est en train de faire à son nom. Ça tombe sous le coup. Vous aurez souhaité quoi comme réponse, par exemple? Le chef de l'État, à l'heure actuelle. Un exemple de réponse que vous aurez souhaité. À l'heure actuelle. Ne peut pas prendre position pour un candidat. Mais il ne devait pas dire, je ne sais pas si mon ami est candidat. Oui, mais comment est-ce qu'il ne prend pas position? Son ami n'est pas, Francis l'a dit, de quel parti politique il est membre. On ne sait pas. Mais je dis,
le chef de l'État a toujours présenté Olivier Beko comme son ami. Et ce que je dis était tout simple. Quand tu es mon ami, tu poses des actes. Le premier réflexe, c'est que je t'interpelle. Oui, mais monsieur, si on ne veut pas comprendre ça, c'est pas la peine. Monsieur Soudé, ce que les téléspectateurs n'ont toujours pas saisi, d'accord, qu'est-ce que vous aurez souhaité si vous étiez à la place du chef de l'État? Vous répondez quoi à cette question, par exemple? Qu'on n'aborde même pas la question. Qu'on n'aborde même pas la question. C'est une question qui divise. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, justement, puisque la question est dans l'opinion, puisque c'est une préoccupation aujourd'hui, c'est une question que beaucoup se posent, il n'était pas opportun pour le chef de l'État aussi de clarifier sa position. Et sa position est qu'il ne sait pas. C'est sa position. Oui, d'accord. Mais venons-en, s'il vous plaît, on va avancer dans le débat. Mais la lecture que Moïse fait, c'est juste de dire qu'au-delà de cette position, il y a d'autres réalités. Venons-en justement au délai raisonnable selon le chef de l'État pour 6 mois. Laisser mouvoir les ambitions. Oui, 6 mois pour moi, moi je l'ai déjà dit que c'est une erreur d'appréciation. Parce que le chef de l'État, disons, depuis qu'il a pris les rênes du pays, s'est donné pour ambition de transformer les choses et de faire de sorte que les choses se passent mieux. Et nous savons que pousser les politiques ou bien faire taire les partis politiques jusqu'à 6 mois des élections, ça ne change rien du tout à ce qui existait. D'accord. Ce qui existait, c'était ça. 6 mois avant les élections, on commence à faire ceci, à faire cela, et puis on fait cela. Mais ce que ça nous donne comme situation, c'est ce que le citoyen ne connaît pas celui qu'il va élire ou celui qu'il veut élire. Et donc, ça pose un vrai problème. 6 mois, pour moi, c'est trop tard. 6 mois, avant 6 mois, nous devons clarifier le calendrier d'abord. Comment dirais-je, les partis politiques doivent pouvoir nous dire. Et moi, je ne sais même pas pourquoi le débat sur je vais être candidat, celui-ci va être candidat, ne va pas être candidat, doit être un secret. Et comme je l'ai dit avant, la démocratie au secret n'est pas une démocratie. Je veux être candidat, c'est une volonté personnelle. Et on l'exprime publiquement. Et le public et l'opinion publique maintenant commencent à scruter celui qui a dit je vais être candidat. Et scruter la personne sur la durée, dans toutes ces façons de faire, dans toute sa façon d'être et autres, pour savoir si réellement cette personne peut véritablement prendre les rênes de notre destinée. Mais 6 mois, ce qui se passe souvent, quand le président, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'aurait pas dû, et c'est ça, en tant que responsable, dire que son ami va être candidat. Mais quand il a déclaré que ça ne peut se passer qu'en 6 mois, vous savez l'attitude que les partis politiques qui le soutiennent vont avoir, c'est qu'ils ne vont rien dire là-dessus jusqu'à 6 mois, justement. Et nous savons que c'est ça. Mais ça, c'est une volonté personnelle du chef de l'État. Il n'y a pas une prescription constitutionnelle ou juridique, c'est ni dans le code électoral, ni dans la Constitution qu'un candidat déclaré à la présidentielle doit le faire 6 mois à l'avance. C'est une conviction personnelle, c'est un avis personnel. Oui, justement, mais il a exprimé un avis personnel. Le chef de l'État est géniteur de tous les partis politiques de la mouvance. Et j'ai toujours dit, ces partis ne peuvent rien faire sans l'accord du chef de l'État. Et tel cas, il dit 6 mois, ça veut dire que le débat est clos au niveau des partis jusqu'à 6 mois après les élections. Mais n'autorise pas le débat au sein des partis politiques. Pourquoi alors, si votre explication tient, pourquoi alors il donne l'explication? Pas mon explication, moi je constate. Voilà, donc si votre constat tient, pour que c'est un avis personnel et que les partis ne doivent pas tenir compte de ça, pourquoi alors il explique que le ministre Romeki ne devrait pas prendre position comme ça publiquement à 2 ans et quelques avant les trucs. Donc non, écoutez, ce qui est clair, c'est que quand le chef de l'État dit ces partis qui le soutiennent d'abord, qui sont très inactifs, quand il dit ces partis se plient. Ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Avec ce discours-là, le débat est tué dans les partis politiques. Or, dans toute démocratie qui se respecte, c'est qu'il faut donner le temps aux candidatures de s'exprimer, de se mettre sur la place publique et que l'on scrute chacun. Mais dans le contexte qui est le nôtre, est-ce qu'il n'y a pas risque de fragmentation? Il n'y a pas un contexte qui est... Mais est-ce qu'il n'y a pas risque de fragmentation? Mais écoutez, la démocratie se construit sur le temps.
Et quand vous craignez les risques, pourquoi vous craignez les risques? Il faut prendre les risques. D'accord. Parce que les risques permettent de pouvoir mûrir et de grandir. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de ne pas prendre les risques là où tout le monde prend des risques? Tous ceux qui font une démocratie, je crois que Dr Paul Mariwessou vient de me donner une belle transition pour rebondir sur un sujet. Il a dit qu'il faut prendre les risques parce que les risques sont importants, parce que ça nous permet de faire le progrès. Mais écoutez, pourquoi vous reprochez, chef d'État, d'avoir pris le risque d'aborder les questions qui fâchent? Parce que dans la vie... Qui a reproché quoi que ce soit? Vous avez dit que c'est quelque chose qui fâche et qu'il fallait éluder ça. Ça, c'est l'avis de Moïse. Ben oui, dans le conducteur. Je crois que c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les abordons pas. Nous les abordons parce que nous savons qu'elles sont difficiles. Et dans la vie, un responsable doit pouvoir affronter les questions qui fâchent. Donc, la position du chef d'État, pour moi, est salutaire. Parce que le débat a été fait. Et vous avez bien fait, Moïse, de rappeler pour mémoire les propos de l'honorable Malé Rossou, qui aurait échangé, je n'étais pas avec eux, avec l'homme Olivier Bokor, et la restitution, c'est que Olivier Bokor lui aurait dit qu'il n'est candidat à rien et qu'il n'avait pas demandé de susciter les candidatures. Or, ce qu'on attendait de lui, c'est d'agir comme le ministre Ouadaï, de façon plus claire, mais il ne l'a pas fait. On ne va pas lui faire le procès pour ça. Peut-être qu'il prend du temps pour. Alors, on va pas, si vous plaît, focaliser. Maintenant, je vais au sujet du débat au sein des partis. Le chef de l'État a dit, en fait, c'est un chef d'État, c'est un homme politique. Il a des partis politiques. Vous avez dit qu'il est géniteur de 2 partis politiques, je ne veux pas contester. Mais il y a aussi des partis satellitaires qui accompagnent, tels que Moël Bénin, tels que RN, qui est né maintenant, et puis il y a bien d'autres partis satellitaires qui sont dans la grande mouvance présidentielle qui accompagne le chef de l'État. Le débat qui se fait, le chef de l'État a dit, bon, moi, j'ai un PAG, je veux conduire mon PAG, je ne veux pas qu'il y ait dispersion d'énergie, parce que vous savez qu'il y a plusieurs ministres qui sont dans les partis politiques aussi. Vous avez vu, il y a l'UP contre au moins une bonne partie, et le BR contre aussi une très bonne partie, plus d'une dizaine. Alors, quand le chef d'État encadre comme ça des ministres qui ont des responsabilités avec lui, et qui sont aussi membres des partis politiques, lorsqu'on va lancer une telle candidature à la candidature au sein des partis plutôt, ça peut disperser les énergies. Et je crois que sur cet aspect, on ne peut pas lui en vouloir. Cet argument, permettez-moi. Oui, non, mais cet argument me semble trop faible pour tenir en termes de... Parce que l'activité... Attendez, Moïse, attendez. L'activité gouvernementale est totalement différente de l'activité politique. Et rappelez-vous, lorsqu'on donne des fonds publics à des partis, on donne des fonds publics, de l'argent public à des partis politiques pour animer la vie politique, c'est qu'ils doivent animer la vie politique, point final. Et c'est l'activité politique. Ceux qui sont ministres s'occuperont de... Écoutez, j'ai déjà dit cet exemple-là, écoutez, les États-Unis font élection tous les 2 ans. Mais c'est la première puissance. Vous ne pouvez pas me dire que l'économie de l'Amérique a des coûts parce que c'est la première puissance au monde. Je crois qu'à 6 mois, dans le contexte actuel du Bénin, il est possible que nous ayons un très bon candidat. Non, du tout. On l'a eu. C'est ce qu'on a eu depuis 1991 jusqu'à ce jour. Vous évoquez le cas des États-Unis. Du tout. Parce que vous chantez, vous louangez en fait le système américain. Non, je ne louange rien. Je fais des observations. Il a dit c'est un constat. Si c'est le cas, oui. Dites-moi, qui a pu prédire le comportement de Donald Trump, qui a instruit pour que le Capitole soit ce qu'il a été, malgré qu'ils aient pu choisir le candidat le plus idéal. Non, mais il ne faut pas donner cet exemple. Parce que toute l'Amérique, attendez, toute l'Amérique sait ce que Donald Trump président serait. Non. Mais oui, il a été président. Attendez, il a été président parce que. Non, il a été président. Le Donald Trump. Non, parce qu'il a dit, je louange. Attendez, oui, mais laissez-moi finir l'argument. J'ai comme l'impression que. Bon, écoutez, allez-y. On va essayer de redescendre un peu de mercure. Oui. Et l'arbitre, il annonce Stanislas Sosalenko. En luttant, évidemment, que les esprits reviennent en place. On va parcourir un peu nos canaux digitaux pour que vous puissiez évidemment avoir le temps de souffler un coup. Juste après, on va reprendre le débat pour un dernier tout à fait sur le sujet. Qu'est-ce qui a retenu
J'espère qu'on ne va pas éluder ce qu'il a évoqué comme Donald Trump là. Parce que l'Amérique, c'est pas le Bénin. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'entretien accordé par le chef de l'État à la télévision nationale partagé avec nous? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Bonjour Stan, joyeux Noël. Joyeux Noël, Rodrigue. Bonjour à toutes et à tous. Joyeux Noël à vous tous. Allez, est-ce que le débat est aussi houleux, presque comme jamais, sur la toile? Bien sûr, comme vous le savez très bien, c'est un sujet qui intéresse nos amis internautes. Ah oui, de l'ancêtre du réseau social Nice, je voudrais nommer Twitter à Facebook. Il y a de nombreuses réactions, mais 4 messages résument les tendances. Vraiment synthétisé pour nous. Voilà. Allez-y. Alors, nous nous rendons tout de suite sur Twitter, l'ancêtre du réseau social Nice, donc, via lequel Cécinou Kwekpetodi dit avoir retenu le retour à la raison pour aller négocier avec les pays du Sahel. Il fallait ne pas suivre les injonctions et activer la machine diplomatique de fraternisation en gardant notre frontière ouverte, estime notre ami. Pour Olga, le navigateur, qui a réagi sur Facebook par rapport à ses prédécesseurs, le président Patrice Talon fait mieux, mais il éprouve des difficultés, surtout sur le plan social, qu'il veuille soutenir la loi d'amnistie introduite par les démocrates. Ça va dans l'intérêt de tous, pense notre ami Olga, le navigateur. Meton Piclaver Adaou vous salue. Bonjour le plateau, dit-il. Le message du président est très instructif. Ne jamais commettre d'erreur là où il ne fallait pas. Crescent Aïbaba écrit: bonjour, 5 sur 7 matin. Tout ce que j'ai entendu lors de cet entretien prouve que le chef de l'État est vraiment soucieux du bien-être de ses citoyens, affirme notre ami. Merci beaucoup à vous, Stanislas Osalenko. On vous souhaite de passer une très bonne journée du mercredi. Vous êtes venu comme arbitre, évidemment, de ce match Francis, on va dire ici, Francis Ouessou, voilà, Paul-Marie. Nous avons beaucoup de points de convergence. N'est-ce pas? Donc, on va vous permettre rapidement, et vous allez le dire en 30 secondes, finir votre développement sur Donald Trump, parce que c'est une parenthèse ouverte qu'on va finalement fermer. Vous savez, l'Amérique est tellement informée sur les individus, et c'est ça qui est important. Connaître les individus, et on peut faire son choix en âme et conscience, en connaissance de cause. Parce que l'Amérique connaissait déjà tellement Donald Trump. Mais écoutez, pourquoi Donald Trump est élu? Parce que c'est ce qu'il évoque. Pourquoi Donald Trump est élu? Donald Trump a un discours qui répond aux besoins d'un certain électorat. C'est ça ce que nous voulons. Que le président qui est élu, que son discours réponde aux besoins d'un électorat. D'accord. Mais vous voyez, ce qui est fait depuis 1991 chez nous ne correspond pas du tout à une politique où le discours, le messaging, comme le disent les Anglais, répond aux besoins d'un électorat. On pense globalement qu'on peut résoudre les problèmes des populations et puis on y va. Mais maintenant, c'est que nous voulons connaître qui veut nous diriger et nous devons prendre le temps de le connaître avant qu'on aille dans les élections. Et puis il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent du point de vue électoral qu'il faut régler avant 6 mois. D'accord. Et ça suscitera nécessairement le débat. Très bien. Et dans cet entretien accordé à nos collègues, il y a également cette question sur l'amnistie qui a été évoquée. Le chef de l'État est resté ferme, droit dans ses bottes. Évidemment, il ne soutiendra pas, il l'a déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il ne soutiendra pas une loi d'amnistie. Et il ne compte pas non plus gracier Kabadougou et Joël Aïvo. Il a d'ailleurs essayé de dresser encore le panorama de ce qui leur est reproché. Et l'Église catholique veut tenter de se mettre en selle au travers donc d'un entretien accordé par évidemment Monseigneur Mwedji donc à RFI. Il a estimé que l'Église n'exclut pas une tentative de médiation. Et d'ailleurs, c'est évidemment l'agenda du chef de l'État qui ne lui permet pas encore de la recevoir. Est-ce que, Alphonse Maurice Soudé, vous pensez que l'Église va pouvoir infléchir Patrice Talon? Écoutez, la dernière fois, il y avait une rencontre entre le chef de l'État et l'Église où il leur disait qu'ils étaient les colporteurs de ce qui se dans la société, c'était les colporteurs. Il a dit aux évêques qu'ils étaient les colporteurs des rumeurs. Moi, je dis une chose, l'Église peut tenter
là où les hommes ont échoué, les hommes de Dieu peuvent tenter. Donc je crois que ça ne serait pas superflu que cette rencontre ait lieu pour qu'on puisse... Parce qu'au-delà le développement ne peut pas se faire sans la paix. Et je dis, ceux qui sont là-bas sont nos compatriotes. Ce n'est pas moi, je ne focalise pas mon attention forcément sur les hommes politiques qui ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, on est mieux que chez soi. Donc je crois nous allons prier pour que l'Église catholique puisse faire fléchir le cœur du chef de l'État. D'accord. Francis Olojatalé, y a-t-il des chances que cette médiation de l'Église intervienne et aboutisse? Je crois que le chef de l'État, il lit beaucoup aussi les réseaux sociaux, parce que vous savez qu'il a dit qu'il a été informé par divers canaux de ce que les démocrates avaient des doléances. Donc il est suffisamment informé en dehors du travail que fait sa structure en charge des renseignements. Bon, maintenant, c'est qu'il faut dire que selon ce que j'ai lu, c'est qu'il y a toujours eu conflit d'agenda. Bon, il faut souhaiter que les calendriers, les agendas s'harmonisent pour que les deux se rencontrent, l'Église et le chef de l'État, en fait, les responsables de l'épiscopat, pour chercher un terrain d'entente quant à la gestion des violences électorales qui ont conduit certains de nos compatriotes à être dans les liens de la justice. Je crois que la société est préoccupée. Mais je comprends aussi la peine du chef de l'État parce que les informations qui lui sont parvenues, qui font état de ce que certaines personnes auraient commandité la mort d'un ancien maire, où il y a eu des tentatives d'assassinat. Il y avait comme une liste qui aurait été concoctée de personnes à liquider. Mais ça, je ne savais pas que c'était vrai. Je me disais que c'était de la fabulation. Mais maintenant que venant du chef de l'État, ça donne la crédibilité. Et là, il faut faire attention. Je crois que le chef de l'État, de la tour, il est le père de la nation. Il doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée et qu'après Dieu, pour l'instant, c'est lui qui pilote les affaires du pays. Mais si le peuple a majorité, c'est parce que s'il fait en fait une enquête de satisfaction sur sa gouvernance et sur tout ce qui s'est passé, il comprendra que le peuple aspire à ce que la paix revienne. Parce qu'il ne peut pas bâtir un Bénin sans la paix. La paix est un input. Et vous voyez que depuis qu'il a eu l'entretien avec les membres du Parti démocrate, dans le Nord, à partir de Parakou jusqu'au-delà, il se fait qu'il y a des séries de prières qui se font dans les mosquées. Non, les citoyens ont mieux à faire que d'aller chaque fois prier pour que le chef de l'État ramollisse son cœur pour pardonner. Je crois qu'il faut que l'Église joue la médiation. Et par le passé, on a vu que l'Église a joué un rôle important dans la gestion des crises. D'accord. Donc, je nourris l'espoir que quand les responsables de l'Église vont rencontrer le chef de l'État, de très bonnes solutions, de très bonnes résolutions, parce que le chef de l'État, il sait que tout a une fin. Et il l'a répété encore dans son entretien exclusif. Donc je crois qu'il faut trouver la formule pour qu'on puisse permettre aux citoyens, s'il y a des conditionnalités qu'on les fait, parce qu'on a suivi ce qui s'est passé au Rwanda. Bon, donc s'il faut que ces personnes-là quittent le jeu politique pour que la paix revienne dans la sphère politique et qu'on s'entende sur un modus vivendi. D'accord. Alors, Dr Paul-Marie Ouéchou, la médiation de l'Église est-elle l'ultime médiation qui puisse évidemment exister? Est-ce que vous pensez qu'au-delà de cette médiation, il n'y a plus d'espoir si entre-temps le chef de l'État restait ferme? Non, il ne faut pas présenter la chose comme ça, c'est parce que ça pourrait mettre la pression sur les deux camps et ça pourrait faire que chacun fasse de sorte que ça ne soit pas ainsi. Moi, là, vous voyez, nous sommes tout à fait d'accord, Francis et moi, qu'il y a un pas à faire par le président de la République. Mais je salue l'initiative de Monseigneur Mbouidji parce qu'il était grand temps que l'Église retrouve ses attributs dans notre société. Parce que l'Église, vous rappelez-vous, sans l'Église, la conférence nationale se serait passée autrement. Et nous saluons Monseigneur de Souza pour tout ce qu'il a fait. Et nous pensons que la discussion entre l'Église et le chef de l'État, puisque le chef de l'État, comme il l'a dit, peut aller lui aussi vers Dieu dans son discours, dans son entretien, nous pensons que la discussion peut inspirer le chef de l'État, malgré tout ce qu'il peut trouver de correct, de vrai, de sérieux dans les événements qui se sont passés. Et la discussion peut lui permettre de voir les choses autrement et d'être inspiré
par l'Esprit Saint pour que nous puissions aller vraiment vers cette réconciliation, comme Francis l'a dit. Parce que, vous voyez, moi je crois que sincèrement, on ne peut pas, les listes dont il parle, les assassinats prévus dont il parle, ce que Joël Aïvo aurait fait, dont on parle, tout ça ne s'est pas fait en dehors de la situation politique du temps de cette année-là. Et donc on ne peut pas systématitement séparer les deux, c'est-à-dire les faits et la situation politique de notre pays. Et c'est pour cela qu'on parle de ces gens-là et qu'on parle moins des gens qui ont volé le mouton quelque part, les gens qui ont volé le bœuf quelque part. Et moi, je souhaite franchement, comme Francis l'a dit, vous épousez son avis. Complètement l'avis. Les autres religions intercèdent pour que cette rencontre-là puisse se passer dans la paix, que le chef de l'État, que Dieu atteigne le cœur du chef de l'État, parce que c'est des pères de famille, des mères de famille, ils ont envie de revoir leurs enfants. Et on va finir avec le Niger qui a annoncé donc la suspension de toute coopération avec la francophonie, ceci en réaction contre la sanction donc de l'OIF. Qu'est-ce que vous en pensez? Action et réaction. La France même sait qu'elle n'est plus bienvenue au Niger et ce n'est pas le moment de prendre des sanctions. Vous ne voulez pas de moi, moi-même je me débarrasse de vous. Le Niger aujourd'hui veut finir avec tout ce qui est français, mais les Français n'ont pas encore compris. Sanctionner le Niger aujourd'hui, ça va rapporter quoi? Le Niger a déjà pris sa position et quel que soit ce qu'on dira, le Niger ne veut plus composer avec la France. Docteur Wissou, le CNSP qui est dans sa logique. Je crois que bon, moi je voudrais que la France puisse, que les Français retrouvent raison, quoi. Il y a beaucoup d'intellectuels en France, hein, et je voudrais qu'ils parlent ils parlent de plus en plus. Oui, mais c'est une sanction de principe. Oui. Vous faites partie d'une organisation et selon les règles de l'organisation, si vous enfreignez à telle règle, il y a telle sanction. Oui. Ça n'est que la caricature de ce qui s'est passé. Oui, mais au-delà de cela, au-delà de cette sanction prise par l'organisation-là, vous savez que la France a dit plus de visa pour les étudiants, plus de ceci pour les étudiants, pour plus de. Donc moi je pense que la France doit retrouver raison. Et quand la France aura retrouvé raison, elle comprendra que le phénomène qui est en cours au Niger, au Burkina et au Mali est au-dessus de la France. Sincèrement, c'est au-dessus de la France. La France ne peut rien contre ce phénomène, si ce n'est, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu qui arrête ce phénomène-là, qui est au cours, qui rencontre trois pardons. Mais permettez-moi quand même de dire, oui, je comprends qu'il est l'heure, mais ce qui est important à comprendre par rapport au Niger face à la francophonie, au Niger face à la CEDEAO, vous avez vu à peu près par rapport à la CEDEAO, la position du Niger, c'est qu'il faut comprendre que les dirigeants nigériens sont, et le président de la République lui-même a fait cette observation lors de son discours sur la nation. C'est que les dirigeants nigériens, burkinabés, maliens sont dans un état d'esprit qui est au-dessus de toutes les petites considérations qu'on a connues jusqu'ici. D'accord. Et si vous voulez vraiment que ces gens-là vous écoutent, il faut carrément changer de position. Au lieu d'être paternaliste, de leur dire si vous faites ci, nous allons faire ci, nous allons faire cela. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'isolement diplomatique pour le Niger? Non, mais écoutez, les Nigériens sont dans une dynamique et vous savez que les sanctions qui ont été présentées par l'OIF sont pratiquement les sanctions qui ont été présentées par la CEDEAO tout récemment. Donc, il y a un peu comme une solidarité institutionnelle. Bon, maintenant, les Nigériens sont dans une posture et il y a une dynamique qui est en cours et cette dynamique est consolidée par la création de l'Alliance des États du Sahel. Il faut en tenir compte. Et puis, la France, depuis un moment, est en perte d'influence en Afrique. C'est pas que au Niger. C'est en cela que je partage plus ou moins les propos, je crois que c'est de Moïse ou de Paul Mauriceau, qui appelle à ce que les intellectuels français mûrissent davantage. Changer de paradigme. Il est normal qu'on change de paradigme. Merci beaucoup. Oui, juste une phrase. Et l'isolement diplomatique
n'existe plus. Hein. Nous sommes partis du multilatéralisme, nous sommes dans le multipolarisme. D'accord. Donc l'isolement diplomatique, ça voilà un éclat. Mais ça vaut toujours son pesant d'or. Bon. Merci Francis Lojatalié, merci Dr Paul Maïwessou, merci également Alphonse Moïse Soudé pour tous les bons et loyaux services rendus à 5 sur 7 matin pour le compte de cette année 2023 qui est à cheval entre deux saisons comme toujours bien sûr.